Chers collègues, avant d'aller plus loin dans mes propos, qu'il me soit permis de vous réitérer mes sincères remerciements pour la forte mobilisation dont vous avez fait montre lors de la cérémonie d'action de grâce et d'hommage organisée à l'intention de notre regretté président, Feu M. Tabé Bien. Je voudrais souhaiter que cette communion que vous avez ainsi manifestée soit toujours de mise pour les quelques mois restants à courir au titre de cette 6e mandature, afin que nous puissions parachever en beauté les nombreuses initiatives entreprises. Je voudrais saisir cette opportunité pour renouveler ma profonde gratitude au chef de l'État, le président Patrice Talon et les membres de son gouvernement, ainsi que les présidents des institutions, les honorables députés et tous les membres des corps constitués qui ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Chers collègues, conscient de sa responsabilité qui consiste à éclairer le gouvernement et l'Assemblée nationale sur des questions d'ordre économique et social, le Conseil économique et social mène des réflexions afin de proposer des pistes de solutions aux différents défis de développement de notre pays. Les travaux de cette première session ordinaire de l'année 2024 s'inscrivent donc dans cette dynamique. Ainsi, nous allons concentrer nos réflexions sur l'étude de nombreux sujets d'autosaisine portant sur les préoccupations ci-après. La bioéconomie au Bénin, enjeux et perspectives. L'émergence de l'industrie cinématographique du Bénin, quelle réponse à la production et à l'exportation durable du cinéma. Économie sociale et solidaire, quelle opportunité pour l'entrepreneuriat durable et le développement social et économique du Bénin. Dans cette perspective, il s'agira d'élaborer les thèmes de référence, de préparer les visites de terrain, d'en identifier les sites et d'élaborer les outils de collecte de données. La présente session ordinaire sera également consacrée à l'examen et à l'adoption du rapport d'activité du président au titre de l'année 2023 et du procès verbal de la première session extraordinaire de l'année en cours. Je n'ai aucun doute que nous allons nous y mettre avec foi et engagement, avec comme seul objectif d'apporter notre pierre à la construction de l'édifice. C'est sur ces mots que je déclare ouvert ce jeudi 22 février les travaux de la première session ordinaire de notre institution pour l'année 2024. La première session ordinaire de l'année 2024 de l'Assemblée nationale, ouverte ce mercredi au Palais des gouverneurs à Porto-Novo, a été rapidement suspendue par le président Louis Gbagbo Vlavonou et renvoyée au lundi 26 février prochain suite à un désaccord entre les parlementaires sur la modification de dernière minute de l'ordre du jour préalablement établi. Une discussion a éclaté entre les parlementaires au sujet de l'intégration d'une proposition de loi portant modification du code électoral introduite au bureau du président de l'Assemblée nationale par l'honorable Nourenou Attiadé, président du groupe parlementaire Les Démocrates, quelques heures avant l'ouverture de la session. Je n'ai pas compris votre deuxième réponse quand vous disiez tout à l'heure que l'ordre du jour est retenu. Ma proposition fait partie de l'ordre du jour qui est retenu, Monsieur le Président. Mais je n'ai pas encore vu. Mais vous avez dit que ça ne fera pas partie de ce
malgré que vous n'avez pas vu, vous avez dit que ça ne fera pas partie de cette session extraordinaire. Parce que d'après notre règlement intérieur, oui, la session extraordinaire est convoquée sur un ordre du jour précis. Et j'ai bien répondu que la proposition fait partie de l'ordre du jour, précisément de l'ordre du jour. Oui, mais je n'ai pas vu, monsieur, je n'ai pas encore vu, je n'ai pas le document. Je n'ai pas le document, je n'ai pas pris connaissance de votre document. Mais laissez-moi prendre connaissance de votre document, que je sache que ça ne fait pas de l'ordre du jour précis. Un ordre du jour précis. Le règlement est clair. La constitution est claire. Et c'est déjà convoqué. Et c'est après avoir convoqué, il faut que je vois au moins ce que vous avez mis dedans. Honorable Président. Un débat avec vous. C'est vous qui avez dit que ça ne fera pas partie de de cette session. C'est de ça que je parle, Monsieur le Président. Parce que je ne connais pas ce qu'il y a dans votre document. Mais vous ne pouvez pas le dire à l'avance. Non. Président, mais elles sont pas le même français. Monsieur le Président. Monsieur le Président. C'est qui? Oui, oui, commission des lois. Merci. On n'est pas si bien de guerre. Monsieur le Président. Allez-y. Une proposition de test ou un projet de test est une proposition ou un projet. Le fait qu'une proposition, un autre projet concerne les mêmes domaines ne saurait valoir programmation dans un ordre de jour. Ce que vous avez programmé, il y a une proposition, c'est pourquoi une autre session extraordinaire a été demandée. Ça, c'est précis. C'est une proposition sur le code électoral. C'est précis. Il peut y en avoir 10 000 autres qui peuvent être programmés. Mais à cette session, les autres qui sont programmés ne peuvent être introduites à l'ordre du jour. C'est précis, ça. Maintenant, s'il y a d'autres propositions, ça viendra dans les discussions en amendement et tout. Ça peut, mais c'est précis, ça. On ne peut pas. Si ce n'est pas recevable, on ne peut pas. Hein? Augustin. Attendez, on va plus ouvrir, on va prendre liste après. Président Chadi, Augustin prend la parole. C'est moi qui ai la parole. Oui, honorable Augustin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, j'ai compris que mon collègue veut nous taquiner simplement. Nous avons, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il y a 2 moyens pour convoquer une session extraordinaire. La première, c'est le gouvernement. Et la deuxième, c'est la majorité absolue des députés. Mais comme vous l'avez dit, toujours sur un ordre du jour fixe. Nous, 60 députés se sont retrouvés pour dire de tout ce qu'il y a là. Nous voulons convoquer une session extraordinaire sur 2 points. Révision de la Constitution et le code électoral que nous, groupe parlementaire UP, dont l'auteur, le président Aki, a déposé. Que vous ayez reçu 3, 4, 5, 10 autres dossiers et qui n'ait pas été enrôlé dans notre convocation de session extraordinaire, on n'a pas à se prononcer là-dessus. C'est tout ce que j'ai voulu dire pour dire que maintenant, s'il y a d'autres projets ou propositions, là, maintenant, et qu'on veut, que mon collègue veut qu'on l'accompagne pour convoquer une session extraordinaire, qu'ils nous disent, nous sommes là prêts tout de suite à signer avec lui pour que ce soit enrôlé peut-être pour la prochaine fois. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. La séance est suspendue et sera reprise le lundi à 10h. Par rapport à l'inclusivité des élections, nous avons épinglé le quitus fiscal. Nous avons constaté, après 3-4 élections organisées par la rupture, nous avons remarqué que le quitus fiscal est l'élément fondamental d'exclusion et des candidats et des partis politiques des élections. Puisque c'est l'administration qui délivre, puisque l'administration est sous la responsabilité du politique qui est un acteur.
un acteur dans le processus électoral, l'acteur utilise le quitus fiscal pour empêcher ses adversaires ou les meilleurs de ses adversaires d'aller aux élections. Et nous avons constaté, nous avons fouillé dans toute la sous-région et même dans le monde. Nous sommes le seul pays au monde où il est exigé le quitus fiscal pour aller. Nous l'avons copié du Sénégal. Ce n'est plus dans le dispositif électoral du Sénégal. Ils l'ont sorti. Et nous pensons qu'au Bénin, nous devons sortir le quitus fiscal. Et au Sénégal, c'est seulement le candidat à l'élection présidentielle qui fait une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas de situation fiscale. On n'a pas dit de prendre le quitus, on a dit de faire déclaration sur l'honneur. Donc, nous avons dit qu'il faut supprimer l'article 42 purement et simplement. Et avant ça, nous avons indexé l'article 41 qui parle des pièces qui composent la déclaration de candidature. Et à ce niveau, nous avons demandé l'élimination pure et simple de certaines pièces, comme le certificat de nationalité, comme le certificat de résidence, comme le quitus fiscal, comme certaines pièces. Allez, vous avez la latitude de faire vos recherches dans beaucoup de pays. Vous verrez que les gens ne s'encombrent pas. Aujourd'hui, on a dit qu'on a fait des réformes. À quoi servent ces réformes que nous faisons? Si nous devons continuer à demander aux candidats d'aligner toutes ces pièces-là, nous avons pensé que l'acte de naissance sécurisé ou la photocopie de la carte biométrique CEDEAO suffit largement pour remplacer le certificat de nationalité, le certificat de résidence et que sais-je encore. Donc, la carte nationale, la carte de naissance, l'acte de naissance sécurisé, hein, ou la photocopie. Et comment vous appelez ça? Non, pas ça. Et ce qu'on prend au tribunal, le casier judiciaire. Et le casier judiciaire suffise pour composer le dossier d'un candidat à l'élection présidentielle. Vous ne pouvez pas prendre l'acte de naissance du Bénin si vous n'êtes pas béninois. Et à ce niveau-là, déjà, je disais que nous avons souhaité que le quitus fiscal soit une pièce qui ne compte plus pour la composition du dossier de candidature. Le prix d'essence de contrebande, communément appelé essence Bayor, a connu une hausse drastique. C'est le constat fait ce jeudi 22 février 2024 dans quelques points de vente sillonnés dans la ville de Cotonou. Sinon, le samedi, c'était à 500. Subitement, ça a augmenté lundi, ça a augmenté à 650. Et mardi, ça a augmenté à 700. Moi-même, ça m'a paru bizarre. Et je peux dire aussi, les stations ne vendent plus comme ça. Et ils ont dit c'est à cause des gens qui vendent au bord de la voie que les stations ne vendent pas beaucoup. On ne vend plus comme ça parce que le prix a augmenté. D'autant préférer laisser le véhicule, ne pas prendre de l'essence, tout ça là. Mais je vois que c'est un peu dense. La montée du prix de l'essence a fait qu'il n'y a plus de la clientèle. Parce que les clients ne veulent plus savoir. Parce qu'une fois que le prix a monté, le prix de transport aussi est monté. Et puis c'est difficile en tant que conducteur de se satisfaire parce que quand vous devez avoir un temps donné pour travailler, aujourd'hui ça devient le double parce qu'il n'y a pas le client
les clients cherchent les voies et moyens où il peut passer. Beaucoup de personnes aujourd'hui marchent à pied pour atteindre les différents lieux de service. Parce que l'essence a quitté le 400 à 800. Ça fait le double de ce que nous payons avant. Et ça amène vraiment un grand souci dans le pays. Le prix de l'essence a un peu augmenté. Le temps dont nous parcourons l'essence, d'autres vendent ça à 650, d'autres vendent ça à 800, 700. Donc, l'essence n'est pas à un prix fixé, quoi. Ça nous embête aussi dans la circulation en tant que ZIM. Les clients que nous remarquons aussi, bon, ils ne veulent pas comprendre si ça augmente ou pas. Et ça nous donne aussi de la difficulté. D'autres qui tendent à Kwakwa, à Tokpa, gaz 100 francs, ça n'avantage pas. Comment tu peux acheter une essence qui est à 800, qui est à 700 francs, remarquer le client à 100 francs. Arrivé à Tokpa, tu retournes encore vite pour venir à Kwakwa. Vous voyez que ça n'avantage pas. Qui était à Le Bélier, à Tokpa, 250, 300. Si tu as la chance, pour ton retour, tu vas encore trouver. Si tu n'as pas la chance, tu ne peux pas encore trouver. Mais vous voyez que ça ne va pas dans le pays. L'essence là, c'est trop cher. Bon, il y a les gens qui vendent ça, augmenter le prix. L'essence là, j'ai payé 1 litre à 1000 francs. Et puis Dieu merci maintenant qu'ils sont en train d'augmenter le prix là. Ils ont amené ça à 700. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui maintenant là, on a écrit sur le tableau là, j'ai vu qu'on a écrit 650. Mais vraiment, les clients ne sont pas contents. Là où tu vas aller, et tu prends 300 avant, ou bien 200 avant, et puis en ce moment, quand l'essence là, c'est cher maintenant là, quand on augmente le prix là, les clients disent non, elle ne paye pas ça. Comment on va faire? Face à cette situation, les responsables à divers niveaux sont invités à prendre des mesures idoines pour faciliter l'accès à ce produit de première nécessité. Oui, il faudrait que l'État réfléchisse autrement et à la manière de prendre en compte le carburant, parce que d'après nos informations, le gouvernement tire son carburant de l'Algérie. Mais maintenant, il n'y a pas assez de stations dans le pays. Le minimum qu'ils ont fait, le prix aussi n'est pas abordable parce que c'est à 680 francs par rapport à ce qui est au bord de la voie qui est à 700. Et parfois même, ce qui est marrant, quand tu prends la peine d'y aller aux stations, c'est là que tu vas encore comprendre que là-bas aussi il y a un véritable problème. On va mettre simplement de l'air dans ton réservoir et puis paf, un distance que tu peux faire avec 1 litre. Tu peux faire la moitié simplement et le tableau va signaler qu'il n'y a plus de carburant. Ce que je demande à nos autorités de voir encore côté d'essence, il peut encore subventionner un peu pour que nous tous aillent acheter l'essence aux stations. L'Union européenne, les États-Unis et depuis mercredi également la France ont tous reconnu et dénoncé le soutien du Rwanda au groupe rebelle M23 qui sévit dans l'est de la RDC. Pour les autorités congolaises, c'est une avancée, néanmoins ce n'est pas suffisant. Kinshasa appelle à plus de sanctions envers Kigali. Dans un communiqué publié mercredi, le ministère congolais des Affaires étrangères a lui ouvertement critiqué le protocole d'entente signé le 19 février entre le Rwanda et l'Union européenne concernant les chaînes de valeur durables pour les minerais stratégiques comme le coltan. La note affirme que cet accord encourage le pillage des ressources congolaises par le Rwanda, en plus de contredire la volonté affichée de l'UE de contribuer à la fin de la crise en RDC. La diplomatie congolaise a aussi fait remarquer que le sous-sol rwandais ne dispose pas de minerais stratégiques et que plusieurs enquêtes, notamment de l'ONU, ont démontré que le Rwanda tire ses matières premières de la RDC. Kinshasa estime alors que cet accord ne peut qu'accentuer l'exploitation illicite de ses richesses naturelles et demande une clarification de l'Union européenne.
Yakubu Gowon, le dernier père fondateur de la CEDEAO, a appelé ce mercredi 21 février à la levée des sanctions contre le Mali, le Niger et le Burkina Faso à l'approche d'un sommet de l'institution prévu ce 24 février à Abuja. L'ex-président du Nigeria intervient afin de sauver l'organisation ouest-africaine qui rencontre plusieurs crises politiques depuis le départ des 3 États du Sahel. Yakubu Gowon implore les 15 leaders actuels des pays membres de l'organisation de se réconcilier et de reconstruire la CEDEAO ensemble. Pour lui, l'institution est plus qu'une coalition d'États et les générations actuelles ne pardonneront pas l'éclatement de la communauté. La CEDEAO étant menacée de désunion, la participation des 15 chefs d'État à un sommet pour débattre de l'avenir de la communauté, de la sécurité et de la stabilité régionale, ainsi que du rôle de la communauté internationale dans le contexte géopolitique actuel est impératif pour le père fondateur. Un juge haïtien chargé d'enquêter sur l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021 a inculpé sa veuve Martine Moïse, l'ancien Premier ministre Claude Joseph et d'autres personnalités. Le rapport émis lundi par le juge Walter Wesser indique que l'ancien Premier ministre et Martine Moïse sont accusés de complicité et d'association criminelle. L'ancien Premier ministre Claude Joseph a accusé Ariel Henry, le Premier ministre actuel, d'user du système judiciaire comme une arme. Les personnes inculpées ont la possibilité de faire appel, mais on ignore encore si l'affaire sera jugée en Haïti et à quel moment. Pendant ce temps, les autorités aux États-Unis ont poursuivi en justice 11 suspects et au moins 3 d'entre eux ont été condamnés. Il est à noter que le juge Walter Wesser est le 5e à superviser l'enquête, les juges précédents ayant quitté leurs fonctions pour diverses raisons, notamment par crainte pour leur vie. En Libye, les milices qui contrôlent la ville de Tripoli depuis 10 ans ont accepté de quitter la capitale. Le ministre de l'Intérieur, Imad Trabelsi, a déclaré qu'un accord a été conclu après de longues négociations pour que les forces régulières assurent le maintien de l'ordre à Tripoli. Le ministre, qui fait partie du gouvernement reconnu par la communauté internationale, a précisé que les groupes armés seraient remplacés par des policiers d'urgence, des agents municipaux et des enquêteurs criminels. Après Tripoli, d'autres villes suivront afin qu'il n'y ait plus de points de contrôle ni de groupes armés sur les routes. Les milices reçoivent des fonds publics et ne sont pas placées sous le commandement direct du gouvernement libyen. Leur indépendance opérationnelle a été garantie par un statut spécial accordé en 2021 par le gouvernement. La place des milices est désormais dans leurs quartiers généraux, a déclaré le ministre libyen, ajoutant que le gouvernement ne ferait appel à elles que dans des circonstances exceptionnelles. Cet accord intervient après une série d'affrontements meurtriers à Tripoli ces derniers mois. Les ministres des Affaires étrangères du G20 se sont réunis mercredi à Rio de Janeiro, au Brésil, pour mener des discussions sur la pauvreté, le changement climatique et les tensions mondiales accrues. L'objectif étant d'établir sur 2 jours une feuille de route sur les travaux à accomplir avant le sommet des 18 et 19 novembre prochains à Rio. La présidence brésilienne du G20 se concentre sur 3 priorités principales. La lutte contre la faim, la pauvreté et les inégalités. Le développement durable dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales. Et la réforme de la gouvernance mondiale. L'une des principales propositions du Brésil est une réforme des institutions de gouvernance mondiale telles que les Nations Unies, l'Organisation mondiale du commerce et les banques multilatérales afin de renforcer la représentation des pays en développement. Le Brésil est profondément préoccupé par la situation internationale actuelle en matière de paix et de sécurité. Selon certaines estimations, nous avons atteint un nombre record de conflits en cours dans le monde, plus de 170, alors que les tensions géopolitiques sont également en hausse.
Les ministres des Finances et les présidents des banques centrales du G20 se réuniront la semaine prochaine à Sao Paulo pour avancer sur leurs discussions. Une deuxième réunion des ministres des Affaires étrangères est également prévue en septembre. Ce jeudi à Gaza, les habitants de la ville de Rafah ont eu à déblayer les décombres et les débris survenus dans la zone. Des avions israéliens ont frappé 7 sites, dont une mosquée et un immeuble résidentiel. 4 personnes ont été tuées selon le dernier bilan. De nombreux bâtiments ont également été endommagés dans le camp de réfugiés surpeuplé de Chabour. Vers 1h30 du matin, ils ont largué 2 obus sur nous, ici à Al-Chaboura, et le quartier est vraiment très peuplé d'habitants, mais aussi de déplacés. Et que sont censés faire ceux qui ont des enfants ? La mosquée qu'ils ont frappée a détruit tout le quartier. Il ne s'agit pas seulement d'une ou deux maisons, c'est tout le quartier qui a été touché. Située dans le sud de Gaza, près de la frontière avec l'Égypte, la ville de Rafah abrite aujourd'hui plus d'1 million de personnes déplacées, la plupart d'entre elles ayant été déplacées d'autres parties de l'enclave en raison de la guerre en cours depuis le 7 octobre. La mosquée a été touchée par 2 roquettes. Vous voyez toutes ces maisons qui ont été détruites ici ? Elles abritaient des personnes déplacées et des gens qui venaient de l'extérieur. Tout le quartier, celui qui se trouve derrière nous, ont été totalement détruits, comme vous pouvez le voir. La guerre a commencé lorsque des militants du Hamas ont pris d'assaut le sud d'Israël le 7 octobre, tuant quelques 1200 personnes et en prenant environ 250 en otage. Israël a réagi en détruisant une grande partie du territoire palestinien. Le ministère de la Santé de Gaza estime que plus de 29 000 Palestiniens ont été tués.